Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de venir m'écouter, j'espère religieusement. Alors, le titre de l'intervention est un peu abscon puisque c'est la monnaie entre inflation et révolution. Et en préparant la conférence, je me suis dit que j'allais plutôt vous donner, avant d'aborder la question finale, des éléments d'histoire de la monnaie. Parce que la monnaie, c'est vraiment un phénomène complètement insaisissable. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des dizaines et des dizaines de théories monétaires, parfois très farfelues, mais avec un point commun qui a rejoint tous les économistes qui ont commis ces théories, c'est qu'ils étaient curieux du phénomène. Alors, l'origine étymologique du mot monnaie apprend beaucoup. En fait, la monnaie, le mot monnaie, vient du verbe latin monere, qui veut dire avertir. Et pourquoi avertir? Parce que il semble que les premières pièces de monnaie romaines aient été frappées en dessous ou à côté du temple de Junon, qui était en fait la femme et la sœur de Jupiter, et qui était la déesse de la fécondité. Et donc on a appelé Junon Moneta, Junon qui avertit parce qu'il aurait averti les Romains d'un tremblement de terre ou d'une invasion barbare. Et donc, le mot monnaie est venu par homonymie du fait que Junon aurait averti d'un phénomène, et comme les pièces étaient battues, étaient frappées près de son temple, on a utilisé le nom de monnaie pour désigner l'argent, finalement. Et d'ailleurs, c'est assez singulier de voir que la monnaie et la divinité sont toujours très proches, parce que Junon était la déesse de la fécondité, c'était la déesse de la famille, c'était la déesse du sein nourricier, c'était la déesse de la voie lactée, et la voie lactée, on l'appelle lactée parce que c'est le sein qui donne du lait, et ça rappelle le fait que Marx disait que le principe d'une monnaie, c'était d'assurer sa propre reproduction. Il y a dans la monnaie un phénomène, au sens sexuel du terme, séminal, à savoir que la monnaie ne peut pas être stérile, parce que si la monnaie ne se perpétue pas, eh bien la monnaie ne vaut plus rien. Elle doit bien sûr servir à des fins de transaction, mais aussi à des fins de thésaurisation, et donc, il faut que la monnaie entraîne son propre flux. Et d'ailleurs, cette proximité de la monnaie avec la divinité se retrouve partout. Hein. Il suffit de penser au pactole, hein, dans l'ancien royaume de Lydie, où avait vécu Crésus, hein, avec cette rivière qui aurait charrié des sables aurifères et qui aurait rendu donc Crésus extrêmement riche. On dit encore maintenant riche comme Crésus. Il y a plus récemment le fait que sur les billets de banque américains, et c'est obligatoire depuis 1957, il est marqué « In God we trust » et pas « In God I trust » parce que c'est « we trust », on doit être plusieurs pour adorer une monnaie qui n'aurait qu'un seul adepte, bien sûr, ne serait pas capable de convaincre d'autres personnes. On a encore aujourd'hui en Hollande, sur les pièces de 2 € que Dieu soit avec nous, qui est gravé. Et donc de nombreuses références avec la divinité. Et en fait, c'est pas tellement étonnant parce que la divinité et la monnaie relèvent des mythes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Harari l'a très bien expliqué, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. Et donc la monnaie relève de la même symbolique que la divinité, d'où la raison pour laquelle on les juxtapose. Et d'ailleurs, sur les pièces romaines est apparue très rapidement, quelques mois après la mort de Jules César, une étoile. Quand Jules César a été assassiné, il y a eu une comète, et c'était tout à fait prouvé d'ailleurs. Hein. On a dit que c'était la même semaine, mais c'est en fait 3 mois après la mort de Jules César, une comète qu'on a vue pendant 6-7 jours au-dessus de l'Italie, et qu'on a vue dans différentes parties du monde. Et donc ça a permis de diviniser Jules César, on appelait ça l'étoile de César. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une étoile qui a été frappée sur les pièces romaines. Le premier grand phénomène monétaire, c'est d'ailleurs été l'Empire romain. Certains économistes et historiens disent d'ailleurs que le principe de l'Empire romain, c'était en fait extraire de l'argent des mines, en faire des pièces et utiliser ces pièces pour promouvoir l'Empire au travers de toutes les garnisons de soldats qui, bien sûr, imposaient la monnaie aux populations qu'ils avaient dominées. Voilà, ça donne quelques indices sur l'origine du mot monnaie. Mais la monnaie s'est vraiment embrasée lors du début de la révolution industrielle. Il y a eu bien sûr, avant la révolution industrielle, de très très nombreux phénomènes monétaires, parce que la monnaie est consubstantielle à la comptabilité, est consubstantielle au commerce, et par la force des choses, la monnaie a revêtu différents attributs.
Il y a eu des monnaies simplement référentielles. Le mot pécuniaire, par exemple, vient du mot pecus, qui veut dire bétail. On dit d'ailleurs que la monnaie aurait servi de substitut au sacrifice de bétail, et qu'en donnant de la monnaie à une divinité, on évitait de tuer un animal. Mais pendant très longtemps, la représentation de la monnaie n'a pas été égale à sa transaction. On voyait un bétail qui valait autant de pièces. C'est pas le bétail qu'on échangeait, mais c'était les pièces. Il y a eu des monnaies référentielles comme des coquillages, des esclaves, différentes choses, des barres de cuivre qu'on a retrouvées au Congo. Et puis il y a eu les monnaies qui portaient valeur, comme l'or et l'argent, avant qu'au début du XVIIIe, mais ce n'était pas la première expérience, parce que ça avait déjà été inventé en Chine au XIIIe siècle, qu'on invente la monnaie papier. La monnaie papier, en tout cas de nos contrées, c'est John Law de Lauriston qui était son inventeur en 1715. Ça a d'ailleurs très très mal tourné, mais donc qui a commencé à dissocier l'or et l'argent de la représentation. Donc la monnaie, au lieu d'être valeur, est devenue valeur, et aujourd'hui la monnaie est effectivement une représentation qui n'a plus de fondement aurifère, qui n'a plus de fondement métallique, et qui est basée sur un attribut de confiance. Alors, certains, et c'est l'analyse d'Adam Smith, ont très longtemps argumenté du fait que la monnaie était née de la division du travail. C'est-à-dire que quand on vit dans des économies élémentaires de subsistance, au sein desquelles les biens s'échangent instantanément, on n'a pas besoin de monnaie, puisque le tropisme est tel que ce qu'on produit est échangé ou consommé instantanément. Mais dès qu'on commence à dissocier l'effet de commerce dans le temps et dans l'espace, il faut un bien intermédiaire. D'ailleurs, si vous avez une économie d'échange où il n'y a pas de monnaie, imaginez que vous ayez X biens à échanger, il faut en fait X fois X moins 1 divisé par 2, ça fait à peu près 5000 fonctions d'échange, tandis que si vous avez une monnaie qui permet de représenter tous les biens, avec 99 transactions et une monnaie, vous arrivez à échanger tous les biens. Donc, on a dit longtemps que c'était la division du travail, et c'est donc la thèse d'Adam Smith qui avait conduit à l'émergence du phénomène monétaire, mais c'est mis en cause de plus en plus lourdement maintenant par des historiens et des économistes. D'abord, on a retrouvé des traces de monnaie qui étaient référentielles, ce qu'on appelle les paléomonnaies, en Sibérie, bien avant le premier fait de commerce. Et puis, il semble surtout que ce soit l'octroi de crédit qui est demandé d'inventer la monnaie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait crédit, il faut être capable de compter l'équivalent du crédit, il faut être capable de prévoir de quelle manière un crédit va être remboursé. Et donc, ça conduit au fameux adage « loans make deposits ». Les prêts entraînent l'exigence d'avoir des dépôts, qui est en fait la logique bancaire actuelle. Et les économistes sont plus ou moins d'accord maintenant sur le fait que c'est cette réalité d'octroi de crédit du monde qui voulait anticiper sa jouissance future qui a créé la monnaie. Alors, je disais, il y a eu beaucoup d'écoles de théorie monétaire. Il y a eu, et je pense que la première, ça a été bien sûr Aristote, mais il y a aussi l'Église catholique, qui très rapidement, au IVe siècle après Jésus-Christ, a commencé à se positionner quant à l'existence ou à la nécessité du taux d'intérêt. Il y a eu bien sûr l'école de Salamanque, qui a elle-même, je crois que c'était au XVIe, imaginé qu'il fallait effectivement reconnaître le phénomène monétaire et comprendre que le taux d'intérêt était nécessaire, notamment pour des raisons inflationnistes. La réforme protestante a rendu théologiquement licite le commerce de la monnaie et le taux d'intérêt. Je ne parle pas de Luther, mais plutôt de Calvin. Mais c'est vraiment au début de la révolution industrielle que les choses s'embrasent et que le phénomène prend une importance tout à fait capitale. Alors, à cette époque, et on est donc au début du 19e, on a ce qu'on appelle les économistes classiques. Alors, c'est qui ces économistes classiques? C'est Malthus, c'est Ricardo, un anglais, c'est Jean-Baptiste C, C ça s'écrit S-A-Y, un français, qui sont des hommes un peu oubliés, mais qui ont commis des écrits d'une profondeur tout à fait stupéfiante. Et leur idée, c'est qu'en fait, et c'est vraiment la base de l'idée classique qu'on va retrouver 2 siècles plus tard, j'y reviendrai dans les théories néolibérales qu'on connaît encore maintenant, dans l'esprit de ces gens, germe l'idée que finalement, la monnaie est un bien à la limite superflu. Que la réalité de l'économie, c'est une économie d'échange, et que la production entraîne sa propre demande par les revenus qu'elle génère. Donc en gros, je simplifie, on produit, mais on ne produit que ce qui est demandé. En fonction de la demande, le producteur reçoit un revenu,
qui lui-même est injecté dans l'économie et sert à alimenter la demande. Et que donc, comme disait Jean-Baptiste C., la monnaie n'est qu'un voile. C'est-à-dire que quand on soulève le voile de la monnaie, on a des échanges entre des biens et des services sans que la monnaie en tant que telle ait besoin d'avoir une valeur. Donc la monnaie, en fait, elle est une simple expression transitive. Et d'ailleurs, ces économistes classiques avancent l'idée que thésauriser n'a aucun sens, puisque si on thésaurise, ça veut dire que c'est autant de monnaie qui n'est pas utilisée pour assurer l'aboutissement de la production. Et que donc, il faut en fait convaincre les agents économiques de ne pas thésauriser. Selon les économistes classiques, le plein emploi est donc naturellement atteint, et ils partent de l'idée, c'est un postulat qu'on retrouvera, j'en parlerai 2 siècles plus tard, ils partent de l'idée que la monnaie est neutre. C'est ce qu'on appelle le postulat de la neutralité de la monnaie, et ils disent d'ailleurs, l'État n'a quasiment aucun rôle à jouer dans l'économie, puisque la production et la demande entraînent son propre cycle. Et donc c'est une idée très ancrée, qui va survivre, parfois avec une intensité différente, au cours des 2 siècles suivants. Et puis la révolution industrielle se développe avec bien sûr l'émergence de l'économie industrielle, manufacturière. Et puis là, il y a un ovni en termes d'économie, c'est Karl Marx. Donc Karl Marx, il est né en 1818, il est mort en 1883, et c'est l'économiste de la révolution industrielle. Et lui, en fait, il dit, mais il y a quelque chose de fondamental qui a changé, nonobstant le fait que la lutte des classes a traversé toute l'humanité, c'est qu'auparavant, un paysan, dans un régime féodal, on va dire, de l'ancien régime, il vivait de son travail, du produit de son travail, en mangeant ce qu'il avait produit, c'était un agriculteur, alors que maintenant que l'ouvrier est rassemblé avec d'autres personnes dans une usine, une manufacture, l'ouvrier va être payé par de la monnaie qui va lui permettre d'assurer sa subsistance. Donc il part de l'idée que le salaire est une marchandisation du travail. Très important, ça. C'est lui qui a introduit cette notion. Et il dit, comme le capitaliste, qui était l'ancien, enfin en tout cas le successeur du propriétaire foncier, ne donne pas au travailleur toute la valeur de son travail, il va extraire du travail de l'ouvrier ce qu'on appelle un gain en capital, dont la somme, une plus-value, dont la somme va faire un capital. D'où la théorie du capital, qui est la somme des plus-values extraites du travail de l'ouvrier. Alors, ça paraît un peu ancien comme théorie, mais c'est d'une actualité criante, parce que finalement, ça ramène au grand débat qu'on constate aux États-Unis, un peu moins chez nous, du partage des gains de productivité. On sait par exemple, j'y reviendrai, que quand le néolibéralisme s'est imposé à la fin des années 70, début des années 80, la courbe des salaires et de la productivité, ces 2 courbes qui étaient tout à fait juxtaposées, ces 2 courbes se sont écartées, c'est-à-dire qu'on a commencé à ne plus donner aux travailleurs le bénéfice des gains de productivité qui ont été quasiment totalement capturés par les capitalistes. Donc voilà, Marx apporte une vision tout à fait étonnante en termes monétaires, et je pense, avec beaucoup de candeur, et j'ai passé une grande partie de l'année 2022 à relire Marx, que c'était finalement le seul économiste qui avait fait une théorie. Alors il y a eu des pré-théories, des post-théories, il y a eu des Keynes, il y a eu d'autres, on en reviendra, mais ce sont tous des gens qui, en fait, ont partagé une intuition avec un écrit, mais sans cartographier complètement la monnaie. Or, Marx, c'est l'homme qui prend une immense table à dessin et qui, à l'encre de Chine, suit tous les circuits monétaires. D'ailleurs, on le considère même en partie comme un économiste classique, parce qu'il dit que la monnaie qui est thésaurisée est une monnaie qui est morte, c'est-à-dire une monnaie qui est extraite du processus de production et de demande, et que donc cette monnaie devient stérile. C'est pour ça que la thésaurisation aux yeux de Marx n'a pas de sens, mais son aboutissement, c'est pas d'empêcher la thésaurisation, il arrive en fait au fait de dire que comme les gains de productivité ne seront pas bien partagés, il arrivera un moment où la révolution va faire éclater le système, et on sait que ce n'est pas arrivé puisque le capitalisme a survécu. Donc, quoi qu'il en soit, Marx fera beaucoup d'émules. Il était d'ailleurs très fâché des gens qui se prévalaient de sa théorie parce qu'il disait qu'il n'avait pas compris ce qu'il voulait dire, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, il a fait des émules, ça a conduit au marxisme-léninisme et en partie au maoïsme. On arrive à la fin du 19e, donc Marx décède en 1883, et à quelques semaines près, c'est la naissance de Keynes, John Maynard Keynes, donc qui est l'économiste référentiel du 20e en termes monétaires. Keynes est un homme qui s'illustre très rapidement, d'abord par son intelligence, mais aussi parce qu'il accompagne la délégation anglaise
lors de la signature du traité de Versailles. Et il prévoit déjà dans un texte en 1919 les conséquences économiques de la paix, à savoir que le fait de mettre l'Allemagne par terre par des dommages de guerre insensés allait conduire à un second conflit. Il avait raison. Il commet en 1930 un livre sur la monnaie qui n'est pas extraordinaire, mais c'est en 1936 qu'il publie sa théorie générale, qui est un monument et qui finalement est le premier écart significatif par rapport au classique, mettant Marx à côté, en disant finalement, cette idée de production qui entraîne sa demande et qui donc empêche des crises économiques n'est pas validée. On vient de vivre une crise économique très importante en 29, je reviendrai dans quelques secondes, et donc il y a des moments de dépression dans l'économie, de récession, qui demandent une intervention étatique. Donc contrairement aux économistes classiques, c'est Ricardo et Malthus qui disent on ne doit pas s'occuper d'économie, Keynes dit non, il faut que l'État intervienne, l'État a un rôle à jouer, pas de manière permanente. Marx est un marginaliste, il dit l'État doit intervenir à la marge, et donc il part de l'idée que la politique budgétaire et monétaire doivent être à certains moments prises en main par l'État pour assurer l'évitement de chocs récessionnaires ou inflationnistes très très importants. D'ailleurs, Keynes, c'est quelqu'un qui influence fortement Roosevelt, en tout cas tout le courant de pensée américain des années 30, puisque vous savez, il y a eu le grand crash de 29, il y a eu une très très sévère récession économique, ce qu'on a appelé la Grande Dépression, qui finalement ne se terminera que dans les années 50, après la guerre. Et Roosevelt lance à ce moment-là ce qu'on appelle les New Deals. Il y en a eu 3, mais il n'y en a vraiment que 2 qui ont été acceptés, qui sont des politiques de stimulation budgétaire et de grands travaux publics, exactement comme Keynes l'avait préconisé, pour relancer l'économie. Ça ne marche pas tout à fait, parce que ce que les Américains n'avaient pas compris, mais ont compris plus tard et en ont appliqué la leçon, les Américains, au même moment qu'ils mettaient en œuvre une politique budgétaire de stimulation, c'est-à-dire de pouvoir d'achat donné à l'économie, voulaient garder une politique monétaire restrictive. Or, quand les choses ne vont pas, il faut à la fois lâcher les ballasts monétaires, créer de la monnaie, et budgétaire, c'est-à-dire accepter que les États soient en déficit budgétaire et donc augmentent l'endettement public. Donc ça, c'était une grande leçon de 29. Et tous les présidents de la Federal Reserve américains ont étudié cette crise de 29, notamment Bernanke, qui était le président de la Federal Reserve pendant la grande crise de 2008, et avait parfaitement compris qu'il fallait justement créer de la monnaie plutôt qu'en détruire. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, Keynes est un économiste dont l'influence se fait sentir jusque dans les années 70. Le monde entier vit une phase de keynésianisme, d'autant plus justifiée qu'il y a la reconstruction d'après-guerre, le rattrapage européen, qui demande bien sûr un alignement d'intérêts privés et publics. Et cette économie qu'on peut qualifier de mixte fonctionne bien, puisque en Europe, on a en moins de 15 ans, réussi à passer des tickets de rationnement, en Belgique en tout cas, à l'Expo de 58. Et les années 57, 58, 59 ont été vraiment les 3 années de surcroissance économique qu'on a pu connaître en Belgique. Donc, il y avait, on va dire, un fondement important dans ce que disait Keynes, mais, et je referai un petit retour en arrière après, les théories de Keynes s'échouent dans les années 70 dans ce qu'on appelle la stagflation. Je reviens dans une seconde. Mais avant de parler de stagflation, je reviens après la guerre en 1947. Il y a d'abord une conférence à Londres dans les années 30, et puis en 1947, certains économistes libéraux de droite vont créer la Société du Mont Pèlerin. Alors le Mont Pèlerin, c'est près de Montreux, et donc ce sont des économistes qui disent, mais en vérité, le socialisme, le keynésianisme mène à l'égalitarisme, on va dire, stérile. Il faut donc une économie beaucoup plus libérale. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette Société du Mont Pèlerin? On trouve Hayek, j'en reparlerai, qui sera prix Nobel en 74. On retrouve Friedman, petit monsieur, prix Nobel en 76. On retrouve von Mises, qui était aussi un économiste qui qualifiait le socialisme de tâtonnement dans le noir. Et cette Société du Mont Pèlerin est en fait une société d'économie libérale, qui est en fait très proche de l'économie classique et donc en totale opposition avec le keynésianisme. Mais on n'entend pas beaucoup ces gens parce que, voilà, ils sont pas dans l'humeur économique du moment. Et je crois qu'on a d'autres choses à faire que de s'occuper de penseurs ultra-libéraux. Mais cette société continue à vivre. Elle vivra dans les années 60. Elle donnera naissance d'ailleurs à
dans les années 60, à ce qu'on appelle en Allemagne l'ordolibéralisme. Alors, l'ordolibéralisme, c'est en fait né dans les années 30, mais c'est une vision allemande qui consiste à dire qu'il faut libérer l'économie dans un cadre ordonnancé, d'où le mot ordolibéralisme, qui lui-même vient de l'école de Fribourg. Mais donc, c'est une école qui vit, qui vivote comme ça, qui reste... par exemple, dans les années 60, en 62, Friedman publie un livre qui s'appelle « Capitalisme et liberté ». Alors, un livre qui passe tout à fait sous le radar, mais dans lequel il démontre, enfin non, il postule, de manière assez lapidaire d'ailleurs, que si on donne la liberté économique à un pays, la liberté politique et démocratique va en découler. Mais bon, ces gens restent plus ou moins comme ça, un peu sous le radar. Mais dans les années 70, les choses se gâtent économiquement. Alors, qu'est-ce qui se gâte dans les années 70 ? Il faut savoir qu'après la guerre, en 44, enfin au terme de la guerre, en 44, en juillet 44, les puissances qui allaient en fait gagner la guerre, signent dans le New Hampshire les accords de Bretton Woods. Alors les accords de Bretton Woods, c'est quoi ? C'est en fait la réhabilitation monétaire de l'or. L'étalon or avait été présent dans de nombreuses phases de l'histoire, mais il faut absolument stabiliser le système économique. Comme tout l'or américain a été dans les années 30 transféré à Fort Knox et dans d'autres banques centrales, notamment par la France, mais aussi par la Belgique, les Américains détiennent un stock d'or, imposent l'idée de lier les monnaies par rapport à un poids en or, et comme les poids en or sont intangibles, les devises sont elles-mêmes liées par des cours de change fixes. C'est l'époque, par exemple, où le franc belge le dollar valait 50 francs belges, le franc français valait 10 francs belges. Donc on prend des poids en or qui assurent des parités rondes entre les devises. L'idée avait été contestée par Keynes, qui avait dit que ça n'aura aucun sens parce que finalement, ça va favoriser les pays exportateurs qui vont accumuler de l'or au détriment des pays nets importateurs qui vont devoir se défaire de leur or. Il avait inventé un système qui s'appelait le Bancor, mais il y avait même les Américains avaient imaginé d'autres systèmes. Mais quoi qu'il en soit, les Américains imposent le système de Bretton Woods, et donc en 1944 commence ce système de change fixe. Les Américains d'ailleurs font assez simple, puisqu'ils gardent la parité du dollar or qui avait été décidée par Roosevelt en 1934, à savoir $35 l'once, à peu près. Ce système fonctionne bien. Et après la guerre, les Américains qui réexportent beaucoup pour reconstruire sont exportateurs nets. Donc ils accumulent de l'or. Mais au fur et à mesure que les années s'écoulent, ils deviennent importateurs nets. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, comme encore maintenant, ils consomment plus que ce qu'ils produisent, mais surtout parce qu'il y a deux phénomènes qui font basculer la balance des paiements, le programme Apollo, très très onéreux, et la guerre du Vietnam, qui a été finalement plus ou moins décidée par Nixon-Johnson, mais qui commence à prendre, bien sûr, une teneur un peu amère dans les années 60. Et les Américains, en fait, se rendent compte que la quantité d'or qui est en leur possession est insuffisante pour garantir les dollars détenus hors des États-Unis par d'autres pays qui ont exporté aux États-Unis. Le seul qui comprend le danger, c'est Charles de Gaulle, qui en 1965, parce que Charles de Gaulle est un excellent économiste, hein. Tout le monde a toujours dit qu'il avait dit « l'intendant suivra », mais quand on lit en détail, longuement et patiemment, et qu'on écoute longuement et patiemment ce qu'il a écrit, cet homme avait tout compris. Il dit en fait en 1965, il faut rapatrier l'or parce que les Américains ont un privilège, on va dire extraterritorial, à savoir d'imposer leur monnaie, donc je veux récupérer l'or français. Ça n'a pas été une mince affaire, mais il l'a obtenu. Mais pour vous donner une idée, il a rapatrié 1000 tonnes d'or des États-Unis, mais 1000 tonnes d'or, c'est le tiers du poids de la Tour Eiffel. Donc c'était pas anodin. Et donc les Américains n'ont plus assez d'or. Dans les années 70, les réserves d'or tombent à un niveau aussi bas qu'en 1935. Et donc, ils demandent bien sûr aux autres banques centrales de ne pas exiger la convertibilité de dollars en or. Et on l'accepte. Mais un autre phénomène se présente, qui avait pourtant été identifié, c'est que dans un système où il y a une devise dominante et un étalon or, la devise dominante qui est censée donner de la liquidité au monde entier, immanquablement, voit ses avoirs dépasser la quantité d'or qui peut la garantir. Puisqu'on ne peut pas donner de la liquidité supplémentaire sans être contraint, bien sûr, en étant contraint par la quantité d'or. Donc, on appelle ça d'ailleurs
le paradoxe de Triffin, qui était un économiste belge qui avait travaillé pour Kennedy. Et donc, en 71, les choses tournent un peu mal. Techniquement, c'est l'Allemagne et la Hollande qui sortent des accords de Bretton Woods, mais en fait, ce sont les Américains qui, le 15 août 71, c'est Nixon qui réunit ses collaborateurs à Camp David. Hein. Il y a Volcker, qui sera président de la Federal Reserve. Il y a George Shultz, qui est mort il y a quasiment un an centenaire. On a entendu parler de lui sous Reagan. Et en fait, il décide de suspendre la convertibilité en or, du dollar en or. Donc ça, c'est l'événement majeur du XXe siècle. Donc c'est la fin des accords de Bretton Woods. Donc ça, c'est le début des années 70. Et j'en parle souvent parce que je le vis toujours avec émotion. Je me souviens où j'étais dans la voiture de mon père et à tel endroit précis quand, sur Europe 1, parce qu'à l'époque, on pouvait capter les ondes longues dans les voitures, le commentateur d'Europe 1 avait dit « c'est l'événement qui va conditionner toute l'histoire monétaire de la fin du XXe siècle ». Donc ce type d'Europe 1, je ne sais pas qui c'était, avait parfaitement raison. Donc, mais à partir du moment où l'or ne garantit plus la monnaie, il est évident qu'il n'y a plus de référentiel. Et donc, les devises commencent à bouger les unes par rapport aux autres. Hein, et le monde rentre dans une sorte de contexte de dévaluation concurrentielle. C'est-à-dire que chaque pays veut avoir une monnaie la plus faible possible pour exporter plus, mais au prix, bien sûr, d'importations plus onéreuses, notamment dans le domaine pétrolier, ce qu'on appelle des importations contraintes. Et donc, on importe de l'inflation et on doit déprécier d'autant plus pour être capable de vendre des produits à l'étranger. Donc, c'est un système qui tourne fou, évidemment. Les pays arabes, je crois, plus ou moins, on va dire, fédérés par un cartel d'entreprises européennes, décident d'augmenter le prix du pétrole. Il y aurait les deux chocs pétroliers, 73, 74, 78, 79, le prix du pétrole fois 8. Et donc, ce prix du pétrole augmente non seulement parce que le prix augmente, mais parce que les devises des pays qui achètent ce pétrole se déprécient. Et donc, ça devient un cauchemar complet. Donc, c'est un chaos d'inflation, de dévaluation. S'ajoute à ça une transition industrielle extrêmement importante parce qu'on quitte un monde manufacturier pour rentrer dans l'économie des services et on renoue avec le chômage de masse qu'on avait connu dans les années 30, lors de la Grande Dépression à laquelle j'ai fait référence, notamment parce que les femmes sont entrées, c'est bien d'ailleurs, dans le marché du travail. Et donc, il y a un choc récessionnaire très, très important. Et c'est là que les théories keynésiennes tombent. En fait, dans la théorie keynésienne, il est impossible... Attendez, je vais prendre un tout petit peu de... Parce que j'ai mal à la gorge, je vais être sans voix à la fin du... Peut-être ça vous fera plaisir, mais alors vous serez du peu rien. Donc, il y a... Les théories keynésiennes s'effondrent parce que on constate deux phénomènes qui, selon Keynes, étaient incompatibles, du chômage et de l'inflation. C'est ce qu'on appelle la stagflation. D'ailleurs, ça avait été théorisé par un économiste néo-zélandais qui s'appelait Phillips, qui avait, avec des courbes basées sur les productions industrielles anglaises, un fatras d'imbécilité, il avait plus ou moins fait une courbe montrant que ces deux phénomènes étaient incompatibles. Donc, la théorie keynésienne s'annihile par manque d'aboutissement. On ne sait pas comment résoudre la crise des années 70, puisqu'en fait, on a les deux mots qui, selon Keynes, étaient mutuellement exclusifs en même temps. Et alors là, réapparaissent les économistes classiques d'il y a longtemps. Mais qui? Il y en a deux. Alors, il y a un fou furieux et il y en a un moins fou furieux. Le premier fou furieux, c'est Hayek, qui était donc présent à la Société du Mont Pèlerin, qui est un anticommuniste notoire, et qui est un anti-État complet. Selon lui, l'État ne sert à rien ou à quasiment rien. Il avance dans un ouvrage d'ailleurs l'idée que, en fait, il ne faut pas que l'État ait un monopole de la monnaie. On devrait tous, autant qu'on soit, être capable de créer notre propre monnaie. Et si on est capable d'évangéliser, puisque la monnaie est proche de la divinité, assez d'adeptes pour donner la crédibilité monétaire, eh bien la monnaie va s'imposer au détriment peut-être de la monnaie d'État. Donc il veut en fait un marché boursier des monnaies, avec bien sûr un phénomène non stabilisé, parce que si tout le monde peut lancer sa monnaie, c'est la course à l'échalote pour savoir quelle est la monnaie qui va dominer les autres, sachant que cette monnaie qui domine les autres peut être mise en joue par une seconde monnaie qui est peut-être un moment plus crédible, ce qui détruit évidemment toute l'économie, parce que si on est investi à long terme, on épargne à long terme dans la devise A, mais que cette devise est déstabilisée par la devise B qui prend la place de la A, enfin, on est dans un système fou. Enfin, en fait, on est dans la folie, la schizophrénie, la paranoïa de l'économie de marché. Donc, Von Hayek, il est fou. Mais ça, on le met de côté. Mais il y en a un autre qui est moins fou,
c'est Friedman. Alors Friedman, lui, petit bonhomme, 1m60, très intelligent. Il avait, je le rappelle, en 62, écrit son livre Capitalisme et liberté, que personne n'avait lu, mais on le relit. Et puis, Friedman, en fait, il apparaît dans les médias. Il fait des talk-shows. Et il passe à la télévision. Et alors, il est rigolo. Hein, et il dit finalement, le pire mal qu'on puisse imaginer dans une économie, c'est l'inflation. Donc, c'est l'homme qui n'aime pas l'inflation. Et alors, il y a plein d'anecdotes avec Friedman. Hein. Par exemple, dans une émission en Californie en 75 ou 76, il explique l'inflation. Et ça fait rire tout le monde en disant, regardez, l'inflation, c'est un type qui se fait cryogéniser. Vous savez, on refroidit le corps pendant 20 ans. Et avant, évidemment, ça vous montre avec l'extrême rien quand on écoute ça en anglais. Avant de mourir, il donne ses actifs à son banquier en disant, voilà, on va me décongeler à un moment, prenez bien soin de mes actifs. Et Friedman raconte, et la première chose que le type fait quand il se fait décongeler, c'est appeler son banquier. Ça montre bien l'esprit américain. Hein. Il ne demande pas comment sa famille va, ni rien du tout. Il veut appeler son banquier. Et son banquier lui dit, écoutez, c'est incroyable. Il commence à discuter. Votre argent a été multiplié. Vous avez des millions. Alors l'homme, à peine encore un peu tiède, dit, ça c'est quand même incroyable. Et puis à un moment, il termine son anecdote en disant, il y a l'opérateur qui appelle en disant, il faudra, pour les 3 prochaines minutes d'appel, il faut déposer $250,000. Ça fait rire tout le monde. Mais donc, il est là, etc. Et il rejoint, et alors il a une vision de l'entreprise qui est un peu, on va dire, simpliste. Il dit, c'est aussi rigolo, hein, the business of business is to make business. Donc, il n'aime pas l'inflation. Ça, c'est wagon. Tout ce qui est inflation, c'est pas bon. Tout ce qui est état, c'est pas bon non plus. Et il dit, le rôle des entreprises, c'est de s'occuper de faire du bénéfice pour les actionnaires. Et c'est tout. Et Friedman se met dans l'équipe de campagne de Ronald Reagan, qui s'était déjà présenté en 76, mais qui en 80 est élu. Et il devient ses conseillers. Et lui, Reagan, alors c'est quand même un changement important, qui est donc élu un an après Thatcher, qui elle avait été en 79. Reagan commence son discours d'investiture en disant, le 20 janvier 81, en disant « Le gouvernement n'est pas la solution, mais c'est le problème. » Donc on a 2 larrons en foire, 2 fous furieux, 2 fous furieux en liberté. Il y en a un qui dit le rôle de l'entreprise, c'est de faire du bénéfice et c'est tout, d'accord. Et l'autre qui dit le gouvernement ne sert à rien, c'est le problème. Donc entre les deux, il n'y a rien. Donc il ne faut pas trop de gouvernement, il n'y a que l'entreprise, tout ce qui est l'aspect social, on s'en fout, rien du tout. On rentre dans le néolibéralisme. Et en fait, le néolibéralisme, il est né de l'inflation des années 70. C'est le phénomène inflationniste qui a conduit à penser l'économie différemment, parce que des gens ont dit, écoutez, notamment aux États-Unis, mais donc dans les pays anglo-saxons capitalistes, le capital a perdu 40% de sa valeur à cause de l'inflation. Il y a une instabilité dans l'investissement, on doit absolument combattre l'inflation. Donc on a notre ami Friedman qui arrive, on a Thatcher, on a Reagan, et puis il y a le 4e larron, qui est Paul Volcker, dont je vais parler. Donc Paul Volcker, c'est l'homme des situations difficiles. C'est l'homme donc, qui avait accompagné tout jeune. C'est un grand type, en fait. Lui, contrairement à Friedman, il mesurait quasiment 2 mètres. Et donc, c'est l'homme qui avait accompagné Nixon lors de la dévaluation en 71. Il est nommé en 79 par Carter, en vérité, président de la Federal Reserve. Et il décide, en 80, de casser l'inflation. Comment est-ce qu'il fait ? Il augmente les taux d'intérêt. Il les met à 20%. Alors que l'inflation était à 10%. Donc, il donne un coup de froid terrible à l'économie, parce que ça veut dire qu'on épargne plus, et donc on gèle de l'argent, et que l'emprunt coûte beaucoup plus cher. Et en fait, il réussit à casser l'inflation, qui entre 80 et 83 passe quasiment de 10 à 3%. Mais le problème, évidemment, d'augmenter les taux d'intérêt, c'est d'abord que vous affermissez le dollar, qui va monter en valeur, et vous dépréciez toutes les valeurs des pays en voie de développement, et donc ça conduit à la grande crise des dettes souveraines, notamment du Mexique, toute la dette des pays en voie de développement, qui conduira pour ceux qui sont économistes au Brady Bonds dans les années 80, mais bon, ça c'est un détail. Mais donc c'est vraiment l'inflation qui a été l'amorce, la mèche du néolibéralisme, avec un cadrage intellectuel qui était en fait friedmanien. Et puis alors là, évidemment, la Société du Mont Pèlerin arrive, tous ces gens commencent à se congratuler, et donc on rentre dans une nouvelle logique économique, et on ferme le livre de Keynes, et on les met dans une bibliothèque très poussiéreuse. Et alors, ce néolibéralisme, en fait, il renoue avec l'école monétaire classique. À savoir que la monnaie doit être neutre. Ce qu'avait dit Ricardo, c'est et Malthus. Et donc,
ils disent, mais finalement, les banques centrales doivent donc être indépendantes. C'est de là que vient l'indépendance des banques centrales. Bon, il y avait certains prémices en Europe avant, mais il part de l'idée de dire que finalement, la politique monétaire ne sert à rien. Alors, personne ne comprend très bien ce qu'il voulait dire, parce que c'est justement en augmentant les taux d'intérêt de la banque centrale à 20% qu'on casse l'inflation. Enfin, l'idée, c'est de dire, une fois qu'il n'y aura plus d'inflation, il ne faut pas que les banques centrales se mêlent de l'économie. La production assurera sa propre demande, et donc, ce qu'il faut faire, c'est stimuler la production pour qu'il y ait une demande suffisante. Et là, c'est intéressant parce que on voit réapparaître, finalement, l'opposition entre deux théories économiques. La théorie de l'offre et de la demande. Alors, c'est, de manière un tout petit peu simplifiée, la théorie de l'offre consiste à dire qu'on doit absolument favoriser la production. Donc, pas trop d'impôts pour les entreprises, flexibilisation du travail, etc., etc., et que donc, la production entraînera sa demande. Et à côté de ça, vous avez la théorie de la demande, qui est d'origine keynésienne, qui dit le contraire. Non. Il dit, attendez, il faut aider de manière keynésienne la demande agrégée, ça peut être la demande du gouvernement, des particuliers, des entreprises, pour que la production ait un aboutissement. Mais donc, c'est la théorie de l'offre et de la neutralité monétaire qui réapparaissent dans les années 80. Et tout ça, on ne s'en rend pas compte, parce que, en fait, dans le brouhaha du quotidien, on n'arrive pas bien à identifier quels sont les points de césure dans la pensée économique. On n'arrive pas. Et donc, les choses se développent, mais elles se développent d'autant plus naturellement que les deux contre-modèles du capitalisme anglo-saxon, qu'on va appeler après économie de marché, j'y reviendrai, sont les modèles marxistes-léninistes, qui tombera en 89, et surtout maoïstes, qui tombent avec la mort de Mao en 76, et Deng Xiaoping, qui en 78, instaure ce qu'on appelle le socialisme de marché, ce qui est en fait un oxymore. Mais donc, on commence à parler de marché. Et donc, on rentre en économie de marché. Et dans nos économies, progressivement, l'idée fait son chemin. On a eu des Verhofstadt, des gens comme ça, qui vaguement disent, là, on doit déréguler. Comme on part de l'idée que finalement, l'État doit se retirer de l'économie et de la gestion monétaire, on doit démanteler les grands monopoles, on doit privatiser tout ce qui peut l'être, ou quasiment. On doit laisser les rapports sociaux à leur force de tension naturelle dans l'économie, donc pas trop d'intervention. Et tout ça est consacré dans les années 90 par ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui est en fait une articulation de 10 principes visant à déréguler l'économie, co-signés par le FMI, la Banque mondiale et le Trésor américain. Et donc on rentre vraiment dans la confirmation de la suprématie du néolibéralisme. Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue monétaire, c'est que le néolibéralisme s'est juxtaposé à l'ouverture des frontières, à cette fameuse mondialisation qui devient globalisée. Parce que mondialisation et globalisation, c'est pas la même chose. La mondialisation, on en a connu beaucoup. L'Empire romain, l'épopée viking, la découverte des Amériques, tout ça, c'était des mondialisations. Mais on rentre dans une mondialisation globalisée, avec en 2001, la Chine qui rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Et la mondialisation globalisée fait qu'en fait, on peut trouver à l'étranger des poches de travail et de capital moins onéreuses que chez soi. Et donc, ça coûte moins cher de produire et de réimporter que de produire localement. Donc, la mondialisation globalisée conduit à une désinflation qui était exactement dans l'esprit du néolibéralisme, mais pour des raisons différentes. On va simplement produire à l'étranger parce qu'il coûtait plus cher chez soi. Et donc, le néolibéralisme, en fait, acquiert une force de conviction puisqu'il démontre, pas simplement à cause de lui, mais qu'il entraîne une liberté économique qui est elle-même désinflationniste. Et je rappelle que c'est l'inflation qui avait conduit à déclencher ce néolibéralisme. Et là, on arrive dans les années 90. Mais avant d'arriver dans les années 90, il faut reparler du mot économie de marché, que j'ai déjà cité. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça néolibéralisme? Personne ne sait. C'est un terme qui a été inventé dans les années 30, mais on aurait pu dire néoclassique, on aurait pu dire néo quelque chose. Enfin, le néo veut dire après Keynes. Quoi qu'il y ait eu avant. Mais on commence à parler d'économie de marché. Alors là, c'est très intéressant, parce que l'économie de marché, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'économie de marché? On entend ça tout le temps, l'économie de marché. Mais ça veut dire quoi, en fait, finalement? Ça veut dire que, en fait, le prix des biens, des services, des humains est déterminé par la loi de l'offre et la demande. C'est tout. Vous savez, on apprend ça en économie, vaguement, au premier cours d'économie, il y a la loi de l'offre, de la demande, qui est comme ça devant vous, de l'offre, où il y a un point au milieu, qui est le prix optimal, qui fait que l'offre et la demande se rencontrent. Alors, bon, ça se comprend pour le capital, parce que parler d'un marché des capitaux, ça peut se concevoir.
On voit des bourses, on voit des gens qui s'agitent, on voit des banques, on voit des électrons qui passent. On a toute la filmographie qui nous aide à comprendre que ça crie dans tous les sens et que le capital il circule. Ça peut se comprendre. Parler du marché de l'emploi, c'est un peu difficile. Et on ne décode pas assez les mots. Il n'y a pas de marché de l'emploi. Il n'y a pas un grand marché où grouillent des humains dont le prix est déterminé. Non. Il y a chaque humain qui a une valeur différente, des compétences, des aptitudes, des formations, des ambitions différentes. Mais l'économie de marché part de l'idée que tout est marché. Et ça, on retrouve une vieille idée d'un économiste franco-suisse qui s'appelait Walras, qui était en fait aussi un marginaliste, et qui avait dit que finalement, idéalement, l'économie fonctionnerait bien si tous les facteurs de production, les capitalistes et les travailleurs, se réunissaient tous les matins dans une immense salle d'enchères, très grande, hein, un peu comme une bourse, d'où le mot économie de marché, et qu'on déterminerait quotidiennement le prix du capital et du travail, en fonction des demandes du jour. Et donc, on parle alors de marché de l'emploi, donc comme si effectivement, il y avait les humains étaient des mobiles, des valeurs mobilières un peu éphémères. Et donc, on commence à parler d'économie de marché. Et comment est-ce qu'on justifie la suprématie de l'économie de marché? Parce que c'est bien de dire que c'est bien d'être en économie de marché, mais il faut leur dire pourquoi. Pourquoi c'est meilleur? Et alors là, on a l'aide de la finance moderne. La finance moderne, c'est la finance qui a été développée par quelques prix Nobel, Fama et d'autres, dans les années 50, 60, 70. Et Fama, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années d'ailleurs, jeune type, à l'époque, dit les marchés sont efficients. Ah bon? Les marchés sont efficients. Mais ça veut dire quoi, efficient? Les marchés sont efficients, ça veut dire qu'en fait, en gros, toute l'information qu'on possède est dans le cours de bourse. Tout. Ah! Donc même ce que je sais, c'est dans le cours de bourse? Oui, oui, quasiment. Et comme toi, tu es dans le marché et que le marché est plus grand que toi, comme tout est dans tout et que tu es dans tout, finalement, le marché, dans sa globalité, c'est mieux que ce que tu crois. Ah oui, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, on ne peut pas battre le marché. En bourse, c'est connu. On ne peut pas battre le marché sur le long terme. Ben oui, donc si je ne peux pas battre le marché, quoi que je pense, le marché c'est mieux que moi. Ben oui, parce que tu es dans le marché. Et que tout ce que tu as collecté comme information se retrouve déjà dans ce que possèdent les autres. Donc ne t'emmerde pas à essayer de battre le marché, ça ne sert à rien. Alors on dit, bah oui, alors si les marchés sont efficients, ils sont supérieurs à moi. Voilà, tu as compris. Et bien donc l'économie de marché est plus efficiente. Donc elle est supérieure à toute orientation, notamment politique. Et donc cette articulation de la finance moderne est rentrée sournoisement dans le dialogue politique, dans le cadre de pensée, pour disqualifier toute impulsion étatique ou régalienne au motif que le marché c'est mieux. Ah, le marché c'est mieux, c'est comme ça. Bon. Ok. Alors, on arrive dans les années 90, et là, on a en Europe, pour revenir en Europe, on a l'euro qui se crée. Alors, l'euro, c'est absolument saisissant, parce que l'euro, c'est un projet qui a été partagé comme étant, et c'est vrai d'ailleurs, hein, l'abandon de la souveraineté monétaire de l'Allemagne pour prix de sa réunification, c'est la paix en Europe, c'est Agnelli, hein, le mythique patron de Fiat qui disait, il est mort il y a 20 ans d'ailleurs, cette année-ci je pense, qui disait là où les camions passent, les armées ne passent plus, donc il y a toute cette espèce d'utopie pacifique qui se crée autour de l'euro. Mais l'euro, c'était un simple choix néolibéral. C'était un copier-coller de ce que les Américains voulaient faire. D'ailleurs, il y a des gens encore qui disaient il y a quelques années, mais comment est-ce que l'euro ne réussit pas alors qu'ils ont réussi aux États-Unis? Oui, sauf que les États-Unis, c'est un pays et nous, c'est beaucoup de pays. Mais on dit à l'euro, mais écoutez, en fait, on va faire l'euro parce que la mobilité du travail est assurée. On peut s'installer où on veut travailler en Europe. Qu'importe qu'on ne parle pas les langues, qu'on ne comprenne rien, que le pêcheur de sardines portugais n'arrive pas à travailler dans l'usine Volkswagen de la Roure, on dit on va s'arranger. Bon. Et donc on part de l'idée que la mobilité du travail, qui est en fait en dessous de l'unité monétaire, va permettre d'allouer les ressources optimalement. Il faut bien comprendre que le capital et le travail, c'est pas la même chose. Que si on bloque le capital, c'est-à-dire l'euro en question, il faut que les facteurs de production en dessous s'ajustent. Et c'est pour ça que l'euro est un choix capitaliste. Il faut comprendre, c'est capitaliste. On a dit aux travailleurs, démerdez-vous. Vous n'avez qu'à vous démerder en dessous et on verra bien. Et ça va tellement loin que l'euro dit, attention, ceux qui font l'euro disent, on veut aussi une monnaie qui soit désinflatée et reconnue, puisque les Américains avaient désinflaté leur économie grâce à Volcker dans les années 80, et qu'en plus, on veut une monnaie qui soit sans endettement public. Bon, désinflater, les Allemands, ils aiment bien, parce que ça l'inflation leur fait peur, puisqu'il y a exactement un siècle maintenant, il y a eu l'hyperinflation en 23 en Allemagne, mais aussi parce que les Allemands n'aimaient pas Keynes. Les Allemands n'aimaient pas Keynes.
Les Allemands, c'est plutôt des adeptes, je le disais, de l'ordolibéralisme, dont je vais parler tout à l'heure. Et donc, ils disent, mais il ne faut pas de dette publique, alors que tout le monde savait dans les années 90, quand on a fait l'euro, que les pensions allaient poser un problème massif, et on le voit tous les jours maintenant, puisque comme le baby-boom d'après-guerre allait se transformer en papy-boom, puisqu'on voyait l'espérance de vie augmenter quasiment de 20 ans depuis 1945, qu'à un moment, les finances publiques allaient être déstabilisées. Et donc, que les pensions allaient être financées, comme c'est le cas maintenant, par l'endettement public, et que donc, si à un moment les États devaient se désendetter, c'était en faisant des économies dans autre chose. Et dans quoi est-ce qu'on a fait des économies? Mais c'est très simple, les investissements publics, évidemment. Et alors ça arrangeait bien les néolibéraux, puisqu'ils se sont dit, de toute façon, comme l'État, c'est moins bien que le marché, pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder à demander à un État de faire ça? Non, le marché va s'occuper de tout. Oui, mais sauf que l'État ne s'occupe pas de faire des bureaux de poste, ne s'occupe pas de faire des écoles, le marché, il s'occupe de gagner de l'argent. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est tout ça, on oublie. Mais donc, une choix néolibéral. Et donc, on est rentré dans une logique monétaire extrêmement particulière. Et évidemment, on a vu lors de la crise des dettes publiques en 2009-2011 que tout ça ne fonctionnait pas. Parce que la mobilité du travail, qui était censée assurer la fluidité des travailleurs en dessous de la coupole monétaire, n'était pas assurée, évidemment. Et Jean-Claude Trichet avait beau parler de désinflation concurrentielle en France et puis de dévaluation compétitive, à savoir qu'il fallait s'appauvrir pour la monnaie. Il y a un seul pays qui a dû le faire, et ça conduit à une catastrophe, c'est la Grèce, où en fait la Grèce a dû, avec une purge d'austérité en termes de pouvoir d'achat personnel, qui était absolument impossible avec la croissance économique. Donc ils ont perdu quasiment 10 ans. Mais donc voilà le contexte monétaire dans lequel on est. Et on est dans un système, finalement, aujourd'hui, où, avant les quelques dernières années, où la monnaie tente de copier le modèle américain. C'est-à-dire une indépendance des banques centrales, des gouvernements qui restent un tout petit peu à l'écart de l'économie, une économie promue par la théorie de l'offre, pas par la demande. Donc Keynes reste dans sa bibliothèque. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais est-ce qu'en Europe, on est vraiment rentré dans ce contexte? Oui. Comment? C'est vrai qu'on a un budget de l'État qui représente plus de la moitié du PIB, mais c'est essentiellement pour compenser des inégalités salariales qu'on le fait, que ce déficit et ce déficit budgétaire et cet endettement existent. C'est pas pour des investissements publics. Donc en fait, on est rentré dans le néolibéralisme tout en voulant garder nos États sociaux, et pour garder la solidarité ou l'égalitarisme des États sociaux, c'est l'État qui a dû s'endetter. Peut-être pas de manière efficace. Mais donc, ça montre bien qu'il y avait un antagonisme qu'on voit maintenant entre le modèle dans lequel on va devoir évoluer et le modèle qu'on a adopté. Ce qui veut dire incidemment que tous les gens qui ont fait l'euro, et je le dis publiquement parce que j'ai dû faire son hommage public ici à l'Académie, il était dans ma classe à l'Académie, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été les... Je vais peser mes mots parce qu'il ne faut pas que ce soit répété à l'extérieur, mais qui ont un peu été les idiots utiles du système. C'est-à-dire des gens qui ont promu l'euro, mais sans comprendre, sans avoir la moindre profondeur historique des phénomènes monétaires, auxquels ils ne comprenaient pas grand-chose d'ailleurs, et sans comprendre que leur naïveté conduisait à imaginer un système monétaire européen qui serait la réplique du système américain. Alors qu'en réalité, l'État social européen n'est pas compatible avec le modèle américain, puisque ce qui nous différencie des États-Unis, malgré qu'on l'ait postulé, c'est qu'il n'y a pas de mobilité du travail. Parce qu'on parle des langues différentes, on a plein d'attributs différents, et donc cette espèce d'idée onirique que la mobilité du travail allait conduire à ce que la monnaie soit optimale n'a évidemment pas fonctionné. On voit maintenant que ça ne fonctionne pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, ils se sont un peu trompés. Alors, on arrive maintenant aux dernières années où là se passent des choses absolument étonnantes. Je vous dis que les néolibéraux, dans le grand esprit des classiques du début du 19e, voulaient la neutralité monétaire. C'est-à-dire que la monnaie ne sert à rien, la monnaie n'est qu'un voile qu'on soulève pour voir ce qu'il y a en dessous, mais arrivent ces crises à répétition. D'abord la crise des subprimes en 2008, sa réplique immédiate, qui est la réplique de la crise des dettes souveraines, mais il n'y a eu qu'une crise des dettes souveraines en Europe. Hein. C'était pas mondial. C'est comme celle qu'il y a eu dans les pays en voie de développement en 82, 83, notamment au Mexique. C'est simplement parce que c'est pas la crise des dettes souveraines, c'est la crise de l'euro. Parce que l'euro était incapable d'équilibrer
enfin, en tout cas, d'assurer cette mobilité du travail et d'équilibrer les forces et les faiblesses des pays. La monnaie étant trop faible pour des pays forts, comme l'Allemagne, l'Irlande et l'Autriche, et trop forte pour des pays faibles, comme les pays méditerranéens. Donc, quand on dit la crise des souveraines, non, c'est la crise existentielle de l'euro. Et partant de là, et pour d'autres raisons aux États-Unis, les banques centrales ont abandonné ce principe de neutralité monétaire pour commencer à imprimer de la monnaie. Et donc, alors ça, il faut bien comprendre comment ça marche, parce que quand on dit qu'on crée de la monnaie, on croit un peu comme dans un vieux film de Bourvil, qu'il y a quelqu'un qui a une photocopieuse qui fait des billets. Vous savez, c'est pas comme ça que ça marche. Créer de la monnaie, c'est, pour une banque centrale, acheter essentiellement, mais pas uniquement, des obligations publiques émises par des États. Donc un État émet un papier. Alors, le papier passe dans une banque, mais va rapidement auprès d'une banque centrale. Et la banque centrale, en contrepartie de ce papier, crée de la monnaie que l'État reçoit. Donc, la banque centrale est un nouveau créancier qui n'existait pas. C'est comme si vous dites, ah, il y en a un nouveau, ça veut une banque centrale, voici ma dette, je reçois de l'argent. Évidemment, l'argent qui est reçu par l'État va immédiatement dans l'économie et se retrouve instantanément au passif du bilan de la banque centrale. Donc, le billet créé devient un dépôt bancaire parce que l'État ne garde pas cet argent dans un coffre, mais l'utilise, et donc cet argent percole dans l'économie et se retrouve dans le bilan de la banque centrale. Ce qu'on espère quand on crée de la monnaie, c'est que non seulement les États ne soient pas étouffés et trouvent des créanciers complaisants ou un créancier complaisant, c'est la banque centrale, mais surtout entre le moment où le billet est créé et revient, si tant est que ce soit possible d'aller plus finement que l'instantanéité, que cet argent serve à créer des multiplications de crédits et de dépôts dans l'économie qui relance l'activité économique. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, on est dans un monde maintenant où il y a beaucoup d'argent qui a été créé par ces banques centrales. Et les États, finalement, n'ont pas été disciplinés par les marchés. Alors, les marchés, ils ont beaucoup de mots, donc MAUX, mais ils ont quelques qualités, à savoir que dans un marché, si tant est que la loi de l'offre s'applique, eh bien, le prix de la monnaie, qui est en fait le taux d'intérêt, est le prix de rencontre des apporteurs et des emprunteurs de capitaux. Voilà. Et donc, comme la Banque centrale a créé la monnaie, ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette contrainte de marché. Et comme la Banque centrale a acquis des obligations, elle a pu, par l'achat et par les impulsions qu'elle donnait, déterminer le niveau de taux d'intérêt, qui est resté quasiment nul pendant 10 ans. Donc on a eu pendant 10 ans un créancier, excuse-moi, je peux m'avoir, un créancier complaisant, mais qui en plus prêtait à taux zéro. C'est quand même pas mal, non? Maintenant, évidemment, il y a un peu d'inflation qui a peut-être été en partie créée par cette création monétaire des banques centrales, mais qui, semble-t-il, est plutôt le fait de la déglobalisation du monde, dans le sillage de la guerre d'Ukraine, avec le problème des prix énergétiques. Mais quoi qu'il en soit, on a une inflation qui va, à mon avis, situer bon an, mal an, à partir de maintenant, aux alentours de 4%, on va dire, 4-5% pour les prochaines années. Et donc, les banques centrales, maintenant, sont très, très, très mal prises. Les États aussi. Parce que les banques centrales, on pourrait se dire, mais qu'on pourrait continuer à créer de la monnaie, à aider les États. Oui, mais sauf que, au moment où vous amorcez l'inflation, la création monétaire amplifie l'inflation. Or, le rôle des banques centrales, c'est justement de contrôler l'inflation dans le siège de tout ce que je vous ai raconté. Et si la banque centrale augmente ses taux d'intérêt trop fort, elle risque de mettre l'économie en récession, et en tout cas, elle met les États qui avaient ce prêteur complaisant dans une situation très compliquée, parce que les États maintenant doivent emprunter plus cher. Et si on a vu structurellement que la charge de taux d'intérêt baissait dans toutes nos contrées, dont la Belgique, mais maintenant elle va réaugmenter évidemment, parce que les États doivent emprunter plus cher. Donc elles sont très mal prises. Elles se rendent compte qu'il y a de l'inflation qu'elles doivent combattre, mais en même temps, si elles combattent l'inflation par une augmentation des taux d'intérêt ou moins de création monétaire, ce qu'elles vont pourtant faire, ça veut dire que les États vont être en difficulté. Alors c'est quoi l'aboutissement de tout ce truc? En fait, c'est quoi? C'est la vraie question de savoir, mais où on va? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on arrive à, et ce sera le point final de mon exposé, à ce qu'on appelle la répression financière. C'est-à-dire que, en gros, on va dire, voilà, les banques centrales vont modestement se retirer de la création monétaire, en tout cas ne plus l'alimenter. Elles vont augmenter leur taux d'intérêt, mais pas trop fort, parce qu'il faut que le taux d'intérêt, après déduction de l'inflation, reste négatif pour que les États
et un taux d'emprunt qui soit plus bas que l'inflation des recettes fiscales, je la fais un peu courte, hein, et on va voir que les États vont mettre en œuvre un souverainisme financier qui va consister, dans le cadre de cette répression, à ce que notre épargne bancaire ne sera quasiment pas du tout rémunérée pendant très très longtemps, et que la mobilité de l'épargne va baisser. C'est-à-dire que si vous dites à un moment, j'en ai marre de ce pays, je vais ouvrir un compte au Liechtenstein, en Suède ou n'importe quoi, ce sera très compliqué. On va tout faire par différents dispositifs de ce qu'on appelle le compliance et autres, enfin bon, pour que l'épargne devienne immobile. Et donc, en fait, ce qui va servir à apurer l'endettement des États, c'est en fait le capital qui va voir, pour les particuliers, son rendement être largement négatif. Et en fait, en 2021, 22 et 23, le rendement après inflation des comptes bancaires aurait été d'à peu près moins 22%. Donc, c'est-à-dire que la boucle est bouclée. On a un peu d'inflation, ce qui est bon pour les États qui pourront continuer à emprunter à des taux d'intérêt en dessous de l'inflation, parce que le système, en fait, est quasiment nationalisé par les banques centrales, et ce sera le capital qui paiera. Et donc, quand on tire la synthèse de tout ça, c'est quand même assez incroyable, après qu'on ait vu donc les classiques, Marx, Keynes, les néoclassiques ou néolibéraux, on en arrive maintenant à une sorte de système particulier où quand on en tire la synthèse, eh bien, c'est le capitaliste qui se sera appauvri pour garder les équilibres sociaux eux-mêmes garantis par on va dire le financement par l'État de ces mêmes engagements sociaux comme les retraites. Et donc, voilà ce qui se passe. Donc, la synthèse, c'est ça. Donc, la synthèse, c'est pas du tout l'implosion du système. La synthèse de ce qu'on vit maintenant, c'est que nos dépôts vont être canalisés, sans qu'on le sache, de manière autoritaire par les États au travers des bilans bancaires au bénéfice de leur financement, à des conditions qui seront plus basses que l'inflation, voire rémunération quasiment nulle. C'est le cas de nos dépôts. Et donc, en fait, les épargnants vont payer pour les engagements sociaux. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Alors, est-ce qu'on peut s'en offusquer? C'est une question politique. Certains peuvent dire, oui, mais attendez, moi, je ne suis pas d'accord que le capital, qui est en partie des signes monétaires venant du travail, hein, Marx disait que le capital, c'est un quantum de travail, c'est la plus-value qu'on extrait aux travailleurs pour faire le capital. Pas normal que bon travail serve à financer les engagements sociaux. Plus d'aucuns vont dire, oui, mais cet argent provient en partie de la création monétaire, c'est-à-dire d'un artifice qui n'aurait peut-être pas dû exister. Donc on ne peut pas dire que tout le capital provient de l'exploitation marxiste du travail. Non, il y a aussi de la création monétaire. Et puis encore un troisième qui va dire, mais qu'est-ce qu'il faut dans nos sociétés? Est-ce qu'il faut un certain égalitarisme pour assurer la solidarité? Ou est-ce qu'on veut un monde à l'américaine qui soit complètement inégalitaire, une épargne fortement rémunérée et un travail qui n'est pas du tout? Je suis un peu inquiet parce que ma mère m'appelle 3 fois. Attendez. Voilà, c'est bizarre, j'ai une mère assez âgée, quand elle m'appelle 3 fois, ça peut être... ça m'arrive jamais, donc excusez-moi, bon, c'est jamais... Donc, et le troisième m'a dit, mais qu'est-ce qu'on veut? Et finalement, je pense que si on se projette dans une logique sociopolitique qui est fondée sur l'apaisement social, la solidarité, le fait de traverser plus ou moins de manière cohésive les chocs futurs, alors ce schéma que je vous décris et qui, je vous le dis, va correspondre à la réalité, est peut-être le moins mauvais. C'est-à-dire que finalement, le capital va devoir abandonner une partie de son rendement pour assurer l'harmonie sociale. Alors, il y aura des tensions, des gens qui ne seront pas d'accord, qui vont hurler dans tous les sens, des travailleurs qui vont vouloir plus, des capitalistes qui vont vouloir plus, tout le monde voudra plus de tout. Voilà, peut-être que l'écologie nous mettra d'accord en le disant et ça on verra bien. Mais donc, voilà un peu ce qui se passe. Et donc, ça veut dire qu'on revient dans un monde, finalement, qui sera, en termes monétaires, beaucoup plus marxiste qu'on ne l'imagine. Je n'ai pas beaucoup parlé de Marx, parce qu'il faudrait en parler pendant des heures. Mais j'ai parlé des classiques, Keynes, des néoclassiques. J'avais dit que Marx était un peu un ovni dans l'histoire. Eh bien, finalement, je pense qu'on sera plus proche d'un scénario marxiste et keynésien qu'on ne le pense. Et donc, ce qui veut dire qu'en termes monétaires, on est en train de refermer, pas de manière brutale, mais de refermer à tout le moins en Europe,
cette fameuse parenthèse néolibérale de l'économie de marché dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà ce que je voulais partager avec vous et je vous remercie de votre écoute.